Bonjour à tous. Désolé de ce léger retard. Je suis très honoré de vous recevoir tous aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire d'une heure qui va nous mener jusqu'au déjeuner de midi, qui tentera d'apporter des clés de lecture sur la situation de risque commercial, financier, mais aussi humain, c'est important, auquel nous sommes actuellement et pour quelques mois encore exposés. J'ai le plaisir et le privilège d'être accompagné ce matin de Michel Di Martino, président d'honneur du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, qui nous apportera son éclairage vraie vie, sans langue de bois, pour ceux qui le connaissent, d'expert comptable, mais aussi bien sûr praticien du droit des entreprises en difficulté à la présidence d'un tribunal de région, comme il en existe à plus d'une centaine sur l'ensemble du territoire. Vous êtes près de 600 inscrits à ce webinaire, soyez-en tous remerciés. Je me demande d'ailleurs si le prochain webinaire, on va pas le faire directement à l'Élysée, au train où vont les choses. La présentation est dense, hein, donc j'irai assez vite sur les premiers chiffres qui ont déjà été partagés dans le cadre des études Altares, qui sont toutes disponibles sur le blog, que je vous invite à visiter très régulièrement. Cette présentation, par ailleurs, sera disponible pour tous ceux qui le souhaiteront. Nous la partagerons donc en début de semaine prochaine. Vous recevrez également le lien vous permettant d'accéder au replay de ce webinaire de fin de matinée. Commençons pas plus attendre sur cette présentation par l'agenda. Et quant à l'agenda, regardons comment est-ce que nous allons articuler cette matinée avec donc Michel auquel j'aurai le plaisir de répondre, de poser quelques questions, et moi-même, avec donc une première partie qui ouvrira sur les défaillances 2020 rapidement, je le redis, mais aussi on fera un point sur le début de l'année 2021, comment ça se présente, quels sont les premiers signaux. Nous poursuivrons par la prévention, puis bien évidemment quels sont les principaux freins, mais aussi leviers qui tenteront de répondre à la question qui nous est posée. Bien évidemment, les délais de paiement sont un indicateur tout à fait important et pertinent que nous allons aussi regarder. Ce sujet fait l'objet de nombreux papiers dans la presse actuellement et nous terminerons donc à midi sur les perspectives. Si dans le cas de cet agenda un peu long, nous n'avons pas le temps de prendre toutes les questions, soyez tranquilles, nous les récupérerons et nous répondrons à chacun d'entre vous après coup. Sans plus attendre, donc commençons par l'exercice de 2020. Nous étions où? Nous sommes arrivés où? Nous étions à plus de 52 000, à peine plus en 2019. Nous sommes tombés à 32 000, un peu plus en 2020. Un écart d'environ 20 000 entreprises. C'est évidemment jamais vu. Quand je dis jamais vu, en fait, pour retrouver 32 000 défauts, il nous faut revenir à 30 ans en arrière. Nous étions alors aux environs des années 87-88, où nous venions de passer la barre des 30 000 défaillances, avec depuis deux pics historiques qui ont été atteints au moment de crise monétaire d'abord, puis financière et dette budgétaire européenne ensuite, où les plafonds donc qui ont été dépassés étaient ceux de 64 000 entreprises. Si on regarde plus en détail quelle est la qualité ou la nature des procédures qui ont été adoptées, nous voyons que la sauvegarde continue à être assez peu utilisée. Elle représente un peu moins de 3% de l'ensemble des procédures, avec 833 sauvegardes ouvertes pour 8 000 redressements et 23 300. Donc peu de sauvegardes sur un taux qui reste finalement assez stable, ce qui n'est pas le cas de la liquidation judiciaire qui a présenté sur l'exercice 2020 une explosion. Nous sommes en moyenne sur 10 ans sur un taux de liquidation judiciaire d'environ 68%. Pour 100 procédures, 68 sont des liquidations judiciaires. Le chiffre a évolué assez peu, aux environs de 67-68, et brutalement sur l'exercice 2020, nous sommes montés au-delà de 70%, et nous sommes sur ce début d'année 2021, à observer que nous sommes encore bien au-delà de 3 liquidations sur 4.
En moyenne sur 10 ans, les redressements judiciaires étaient un peu en dessous de 30 points. Nous sommes tombés à 25%. Cela traduit que sur l'exercice 2020, s'il y a eu beaucoup moins de procédures collectives, ces procédures sont arrivées évidemment tardivement d'une part et dans une situation de détresse financière telle que les tribunaux n'ont pas eu d'autre recours que de prononcer ou devoir prononcer la liquidation judiciaire directe. On regarde plus en détail rapidement les trois types de procédures. Donc les sauvegardes, déjà, c'est 14% de moins en 2020 par rapport à 2019. Le chiffre baisse de partout, à l'exception des plus grandes, des PME de 50 salariés et plus, et même au-delà de 20 d'ailleurs. Nous avions en 2019 73 sauvegardes, nous en avons 70 en 2020, c'est-à-dire à peu près la même chose, tandis que sur les entreprises de au moins 50 salariés, le nombre de sauvegardes augmente. On voit bien que c'est un dispositif qui est finalement assez bien adapté aux grandes entreprises qui ont la possibilité d'avoir des prévisionnels qu'il est plus inconfortable de tenir ou plus difficile de tenir pour les plus petites entreprises. On voit bien d'ailleurs que sur les moins de 3 salariés, le nombre de sauvegardes est en chute forte. Sur les redressements judiciaires, c'est encore plus net. La baisse est de 49%. Elle est observée sur toutes les tailles d'entreprise, très particulièrement sur les plus petites. Rappelons que sur l'exercice 2020, les entreprises qui étaient en cession de paiement depuis le 12 mars jusqu'au 23 août minuit n'étaient pas tenues d'aller au tribunal. Ceci aussi explique cela. Et enfin, les liquidations judiciaires, 23 000 liquidations, c'est 33% de moins que l'année précédente. Là aussi, le nombre recule un peu de partout, à l'exception malgré tout des PME de 50 à 100 salariés, dont le nombre augmente un peu. Ce sont des entreprises évidemment vulnérables qui sont allées au tribunal, bien évidemment, trop tardivement, le tribunal ayant dû prononcer une liquidation. Les activités sont la plupart dans le vert. Pour autant, il y en a quelques-unes dans le rouge, plusieurs. J'en ai noté quelques-unes, mais il y en a d'autres encore. Les brasseurs, notamment les petits, de proximité, mais aussi le commerce interentreprise de mobilier de bureau, la restauration collective, les cinémas, les agences de voyage, bien évidemment, mais aussi le commerce et l'industrie en articles de maroquinerie et de voyage. On voit bien que cet épisode Covid qui a montré des faiblesses sur certaines activités, je pense à l'habillement en particulier, peut avoir masqué les tensions fortes dans lesquelles se sont trouvées les entreprises qui ont été confrontées soit à des fermetures administratives directes ou soit fermetures administratives de leurs clients. Sur le territoire, la totalité des régions sont dans le vert. Plus c'est vert foncé, plus la baisse est forte. Mais quand c'est vert clair, la baisse est quand même très sensible puisque nous sommes dans la pire des situations, si je peux utiliser cette expression peu heureuse, c'est PACA avec un recul des défauts de 34%, ce qui est évidemment un chiffre très très important. La Bourgogne est évidemment une région dans laquelle la tendance est, comme sur l'ensemble du territoire, à la baisse forte, peut-être un peu moins forte sur le Jura, avec une tendance de moins 20%. Justement, Michel Desmartineaux, le président du TC de Lons-le-Saunier, est avec nous. Michel, comment s'est passé l'exercice 2020 sur le territoire de Lons-le-Saunier, sur votre compétence? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Vous m'entendez? On vous entend très bien, Michel. Alors, tout d'abord, écoutez, excusez-moi, je suis obligé de vous recevoir dans ma salle de conférence parce que j'ai eu une petite panne sur mon ordinateur personnel. Mais vous allez voir, ça va bien se passer. Nous vous en prions. Et au niveau du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, eh bien, c'est la même tendance à peu près que vos statistiques. Thierry, aucune difficulté là-dessus. Qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que le tribunal a été bien vide durant toute l'année 2020, et vous allez en parler tout à l'heure, mais je commençais déjà à le dire. C'est la même tendance pour le début 2021. Écoutez, la dernière audience de vendredi, il y avait seulement deux dossiers, deux liquidations judiciaires simplifiées, sans salariés, vous l'avez compris, aucune signification économique. Alors, si vous permettez, je vais... En quelques mots, c'est un rapport d'activité que j'avais fait pour la Cour d'appel et je vais un petit peu m'en servir parce que c'est un peu le reflet, si vous permettez, de tous les tribunaux de commerce de France que je vais vous citer. Alors, il faut savoir que le tribunal de Lons-le-Saunier n'a jamais fermé pendant toute la période de confinement. Et des ordonnances de mandat ad hoc et de conciliation ont été rendues
ce qui est paradoxal, c'est que j'ai dû devoir recevoir les chefs d'entreprise par la petite porte de derrière parce que comment vous dire, la grande entrée du tribunal était fermée à cette époque. Rappelez-vous que c'était une ambiance un peu particulière dans ce confinement où, allez, je le dis, on avait presque peur de dire bonjour à son voisin. Alors, le déroulement des audiences a bien été aménagé, je vous le cite. Hein. Les audiences à juge unique ont été tenues physiquement. Le juge, bien sûr, était masqué et respectait la distanciation sociale avec toutes les personnes présentes. C'était drôle, mais c'était comme ça. Lors des audiences de mise en état, un seul avocat était présent. La particularité du jurat, ça c'est à l'initiative des avocats, je tiens à le dire, c'est qu'ils ont fait la proposition suivante. Lors des mises en état où normalement il y avait à peu près 40 dossiers à traiter et en général à peu près 20 avocats présents, eh bien un avocat a été désigné qui traitait toutes les affaires de ses confrères. Et ça s'est très bien passé. Lors des audiences de mise en état, un seul avocat était présent, je viens de vous le dire. Pour les audiences dans lesquelles plusieurs magistrats siégeaient, eh bien, on a utilisé la visioconférence comme beaucoup d'autres tribunaux. Et ça a pas mal marché. Ça a pas mal marché, sauf une petite anecdote, il faut que je vous la cite. J'étais en référé avec un avocat que je ne voyais pas et que je n'entendais pas. Alors, je lui ai bien sûr fait la remarque, disant, maître, mais écoutez, excusez-moi, je ne vous entends pas, je ne vous vois pas. Et vous savez ce qu'il me répond? Ah, monsieur le président, il faudra que je change mon ordinateur parce qu'il est un peu vieux. Voilà. C'était pour vous dire ce qu'on a vécu. Et enfin, pour les AGS, oui, sachez que je suis très sensible à ce problème d'AGS vis-à-vis des salariés. Eh bien, en général, on faisait des audiences très, très rapides pour que les relevés de créances des salariés puissent suivre leur cours et que les salariés touchent rapidement leur salaire. Voilà ce que j'avais dit. On a été, simplement, je termine, Thierry, avec cette période, on va dire, particulièrement protégée qui a duré du 12 mars au 23 août, où, rappelez-vous, on pouvait même, comment vous dire, ouvrir une procédure, même en cessation de paiement, même une sauvegarde, et on n'a pas arrêté d'accorder des délais. Voilà, on n'a pas arrêté d'être humain, je le dis, et d'accorder des délais sans trop chercher à savoir. Voilà. Parfait. Vous avez effectivement raison de le rappeler parce que c'était aussi l'occasion pour les entreprises de se présenter dans une demande de sauvegarde, ce qui n'est évidemment plus possible aujourd'hui pour celles qui sont le plus en difficulté et en cessation de paiement. Et en l'occurrence, on a bien vu sur les chiffres juste avant que la sauvegarde n'a pour autant pas été privilégiée. Nous poursuivons puisque vous parliez, Michel, du début d'année aussi de Lons-le-Saunier. Sur l'ensemble du territoire, regardons comment se présentaient les mois sur 2020 et on va arriver sur 2021 sur la deuxième diapositive. D'abord, barrette bleue, c'est 2019, barrette rouge, c'est 2020 et nous regardons mois après mois quel est le rythme. On voit que tous les mois de l'exercice, et donc même janvier-février, qui n'étaient pas des mois Covid encore, étaient des mois sur lesquels nous avions un niveau de procédure bien inférieur à celui que nous avions le même mois de l'année précédente. Sur la première partie de l'année, donc sur les 7 premières semaines de 2021, depuis le début de l'année 21, nous avons toujours en barrette bleue l'exercice le plus ancien, 2019, rouge 2020 et vert et bleu clair 2021. On voit que nous avons non seulement un niveau de défaillance inférieur à celui que nous avions en 2019, mais encore inférieur à celui que nous avions en 2020. Et je le redis, janvier et février 2020 étaient des mois avant période Covid. Donc nous sommes dans une situation où vous avez bien raison de le soulever, Michel, l'activité au niveau des audiences est encore peu importante sur ce début d'année, mais ça va malheureusement probablement changer. Arrivons sur une deuxième partie qui est fondamentale. Si on veut éviter de craindre un flot de faillite, une vague de faillite, il faut renforcer la prévention. S'agissant de la prévention, nous avons vu que l'exercice a consisté à mettre davantage en avant divers dispositifs, à commencer par celui de la conciliation. Commençons par observer les chiffres de la chancellerie sur les évolutions des conciliations et mandats ad hoc jusqu'en 2019. Les chiffres 2020 ne sont pas encore connus, bien évidemment. Sur cette période-là, on voit que la conciliation
sur votre gauche, représente sur 5 ans une augmentation, une croissance de 11 points. Pour autant, si on regarde plus dans le détail, on voit que 2018-2019, c'est flat, voire en léger recul. Sur le mandat ad hoc, la tendance est beaucoup plus forte, plus 21%, et ça se poursuit sur l'exercice 2019 versus 2018. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose à faire sur la prévention. Les chiffres sont évidemment, les tendances, pardon, sont évidemment fortes. Les chiffres le sont moins. On regarde des 50 000 procédures collectives de 2019, 1700 conciliations et 2800 demandes de mandat. C'est évidemment toujours important, mais insuffisant si on veut régler la question plus globalement. C'est la raison pour laquelle une mission a été mise en place. On en parlera juste après. Regardons du côté des chiffres Altares sur les homologations de conciliation. Vous savez que la conciliation peut être ou constatée ou homologuée, et donc si le constat ne fait pas l'objet de publicité légale, ce n'est pas le cas de l'homologation. Regardons par conséquent cette tendance-là, et on voit sur les périodes 2017 jusqu'à 2020 que finalement, nous avons des barrettes qui évoluent finalement assez peu. Il y a pas beaucoup plus de conciliation sur 2020 homologué que nous en avions sur 2018. Pourtant, ça n'est pas vrai sur la toute fin de l'année, et notamment sur le mois de décembre qui présente un pic historique du nombre de conciliations homologuées qui s'explique notamment par le fait qu'en seule région PACA, deux groupes importants qui représentent les 2/3 de l'ensemble ont été amenés à demander et valider une conciliation. Le premier, c'est Bourbon-Marine, et le deuxième, c'est Keep Cool dans les salles de sport. Pour autant, la situation à cette démarche-là ne suffit pas. Il faut la regarder plus dans le détail, parce que si nous avons plutôt tendance à voir que les conciliations au global progressent surtout sur le mois de décembre, dans l'analyse des chiffres de prévention, on voit malgré tout d'autres points de détail, mais je laisserai à Michel le soin de l'exprimer, parce que justement, la mission de justice économique, donc dont Josh Richem a présenté le rapport à la chancellerie donc vendredi dernier, tire quelques enseignements, quelques observations. Cette mission a été mise en place début octobre, et la question de la prévention est au cœur des interrogations. Michel, vous qui êtes contributeur de ce rapport, de cette mission, quelles sont les idées fortes que nous devons retenir? Merci Thierry, je suis toujours impressionné par vos statistiques. Et donc c'est vrai, hein, toujours. Hein, quand j'ai rencontré Altares il y a quelques années, je me posais la question, je dis mais comment il fait pour avoir de tels chiffres? Et vous continuez, bravo. C'est gentil. Et avant d'attaquer le rapport Richelme, j'ai la chance d'avoir les statistiques 2020 du tribunal de commerce de Paris. Je donne mes sources. C'est Dominique Paul-Vallée, qui est le juge de la prévention responsable de la prévention à Paris, qui me les a communiqués. Et vous allez voir des chiffres intéressants. Des chiffres intéressants d'ailleurs qui confortent vos constatations. Alors pour 2020, 282 préventions contre 280 l'année précédente. Alors ce qui est intéressant, 82 mandats ad hoc, 200 conciliations. Les mandats ad hoc ont baissé de 30% par rapport au 2019 et les conciliations ont augmenté de 25%. Voilà un premier constat. Vous allez voir la suite qui est intéressante également. Par procédure, tout confondu, mandat ad hoc et conciliation, par procédure, le nombre d'employés par entreprise était de 80 000. Il était de 32 000 en 2019. La moyenne de chiffre d'affaires par procédure, également impressionnante, 297 millions en 2020, 114 millions en 2019. Donc, je m'arrête là-dessus, vous avez compris. On constate que les préventions, que ce soit mandat ad hoc ou conciliation, ont été pas mal appliquées par des gros bras, des grosses entreprises. Et ça corrobore bien d'ailleurs le rapport de Georges Richelme qui dit que les petites entreprises sont inconnues dans ce domaine, et j'y viens. Alors le rapport de M. Richelme, eh bien écoutez, il est très constatant, je dirais. Alors je vais le simplifier si vous permettez, on ne va pas passer la matinée là-dessus. Mais il faut savoir que déjà, un grand constat de sa part, c'est que les petites entreprises n'ont pas beaucoup, même très peu recours au mandat ad hoc et à la conciliation. Et d'ailleurs, je vous le dis, l'on se soigne au tribunal de province, je constate exactement les mêmes choses.
ce qui était intéressant de savoir, c'est que il y a eu donc 45 000 dossiers de procédures collectives qui ont été traités par les tribunaux de commerce et seulement 6 000 par les tribunaux judiciaires. 88% par les tribunaux de commerce, 12% par les tribunaux judiciaires. Il y a eu 6 000 procédures de prévention, 4 000 qui ont été traitées par les tribunaux de commerce, 2 000 par les tribunaux judiciaires. Et attention, dans ces 2 000 préventions traitées par les tribunaux judiciaires, il faut bien prendre conscience que au tribunal judiciaire, vous avez des préventions qui sont obligatoires. Je parle des agriculteurs. Il faut savoir qu'un agriculteur, avant d'entamer une procédure collective, qu'elle soit redressement judiciaire ou sauvegarde ou autre, ou liquidation judiciaire malheureusement, eh bien, ils ont un passage obligé par le règlement amiable, qui est un petit peu la prévention du tribunal judiciaire, puisque pour l'agriculteur, vous savez peut-être, la conciliation n'est pas autorisée. Donc, vous voyez, ces chiffres de 2000, là, M. Richel, d'ailleurs, a fait une petite analyse qui est pas mal, où il estime à peu près 1500 procédures amiables, règlements amiables pour les agriculteurs, ce qui laisserait seulement le chiffre de 500 préventions pour les autres. C'est peu sur un total de 6 000. Pour être rapide, 10 000 entretiens de prévention par les tribunaux de commerce, c'est pas assez à mon avis, il faudrait qu'il y en ait 3 fois plus. Et je confirme le chiffre de Thierry tout à l'heure, 70% des procédures collectives sont des liquidations judiciaires directes. Donc, ce qu'il faut surtout en tirer, c'est que les petites entreprises font très peu appel à la prévention. C'est d'ailleurs un peu le clou, je dirais le clou de ce rapport, il faut le dire. Un regret de sa part, c'est vrai. Il faut reconnaître que la loi Pacte a supprimé les seuils du commissaire aux comptes. Vous savez, les chiffres d'affaires, 8 millions, 50 salariés, total du bilan, 1,5 million. Eh bien, ces chiffres d'affaires ces seuils ont été fortement rehaussés, ce qui fait que, d'ailleurs, la remarque est de Thierry, ce qui fait que vous avez toute une masse d'entreprises qui avant étaient, je dirais, surveillées par la procédure d'alerte du commissaire aux comptes. Eh bien, cette procédure d'alerte a disparu chez elle. Et ça, quand même, je m'avance sur le chiffre, je crois que ça concerne à peu près 120 000 entreprises. 120 000 entreprises pour la France, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il demande, monsieur Richem également? Eh bien, il demande à ce qu'on remette une formation. Et oui, cette formation, vous savez, pour les entreprises qui s'inscrivaient soit au registre de commerce, soit au partenaire des métiers, cette formation est obligatoire. La loi Pacte l'avait supprimée. Eh bien, il demande avec insistance que cette formation soit remise en place et en plus avec une formation sur les procédures, qu'elle soit amiable et collective. C'est une très bonne idée. Alors, écoutez, je vais terminer, si vous voulez bien, par une phrase de M. Richelme qui m'a énormément plu. C'est concernant la communication qui devient obligatoire et nécessaire concernant les préventions. Parce que, vous le savez mieux que moi, tous, et Thierry, beaucoup d'entreprises ignorent la prévention. Il m'arrive encore d'avoir des chefs d'entreprise qui me disent, Président, mais c'est quoi le mandat ad hoc? Eh bien, cette phrase, je vous la cite, elle m'a beaucoup plu, je vous le dis. C'est la phrase de Georges Richel. Une information sur la prévention est plus que nécessaire, car si on ne traite pas ce problème comme une grande cause nationale, ça ne fonctionnera jamais. Voilà Thierry. Merci Michel, et il a effectivement bien raison. La communication est importante, c'est par là que passe la pédagogie, communication, répétition, pédagogie. Il faut naturellement que le tribunal trouve le moyen d'être rassurant plutôt qu'inquiétant, ce qui est encore malheureusement le cas. Vous parliez, Michel, des tribunaux commerciaux, de commerce et judiciaires. Bien évidemment, les chiffres que je vous présente se rapportent à l'ensemble de ces groupes-là, puisque si Michel a parlé des agriculteurs, il y a aussi d'autres structures qui obtiennent des procédures par le canal du judiciaire, du tribunal judiciaire. C'est par exemple le monde associatif qui est lui aussi lourdement touché par l'épisode Covid. Nous poursuivons rapidement sur les freins et leviers.
en vous proposant un premier point, les zombies. Les zombies, parce que on en parle beaucoup, on ne sait pas exactement ce dont on parle, c'est juste que le fait est que ce mot est à la mode. Alors, il est à la mode aujourd'hui dans les médias, mais il a existé depuis très longtemps parce que ça fait longtemps que l'OCDE suit le rythme de progression de ces entreprises qui qualifient les zombies d'entreprises qui ont au moins de 10 ans et qui, pas celles qui ont été créées il y a 3 ans, au moins de 10 ans avec un revenu opérationnel insuffisant pour couvrir les charges d'intérêt pendant 3 années consécutives. Donc, vous voyez que la définition, le cadre est strict. Si on reste strictement sur cette définition, nous sommes à observer chez Altares que sur un peu plus d'1 million de bilans analysés, 55 000 sont des bilans de sociétés qui ont cette caractéristique-là, zombie. Taux de zombie par conséquent, 5,3. Quand on regarde le risque de défaut, le nombre de zombies qui tombent par rapport au nombre de sociétés non zombies qui tombent, le risque est 2,5 fois plus élevé. Alors, le Trésor a raison de valider qu'il n'y a pas de zombification liée aux aides publiques nombreuses qui ont été accordées ou apportées ou mobilisées pendant la période Covid. Quoi qu'il en soit, évidemment, c'est un risque très élevé, la zombie, et c'est notamment un indicateur qui est surveillé par Altares dans le cadre de sa carte score qui est renouvelée très régulièrement à la lumière des évolutions, évidemment, de la crise actuelle. Pour poursuivre sur le soutien a priori des zombies, l'OCDE a révélé dans un rapport récent de la semaine dernière, je crois, que nous avons en moyenne sur l'Europe observé un recul des défauts de 30%. On peut s'en réjouir, mais dans le même temps, toutes ces aides qui ont permis d'obtenir ce résultat remarquable sont aussi un point de vigilance parce qu'elles risque de maintenir à flot des entreprises qui ne sont pas viables. Donc attention à veiller à ce que les portefeuilles clients soient dépollués, si on peut utiliser l'expression, de ces entreprises particulières. Regardons un autre sujet, un autre frein dont on parle pas, mais qui est important, c'est celui de la cyberattaque. C'est encore l'actualité sur le monde public, par exemple, avec les hôpitaux de Villefranche. Nous avons travaillé à la demande d'une société qui s'appelle BES sur l'observation des entreprises qui ont fait l'objet d'une cyberattaque quant à voir quel a été l'impact en termes de risque. Et on s'aperçoit que s'agissant et de risque de défaillance et du risque de mauvais paiement, de paiement en retard, même s'il y a une réaction très rapide en termes de défaut, de faillite, nous avons au terme de 6 mois, donc au terme d'un semestre après l'attaque, observé que la quasi-totalité des entreprises qui en avaient fait l'objet, alors entendons bien, le portefeuille d'analyse, il est d'une trentaine de sociétés, il faut connaître les cyberattaques, il faut que les entreprises aient accepté de partager des informations, mais quoi qu'il en soit, sur cet échantillon-là, nous observons très clairement que le risque de défaut lié à ces agressions cyber est tout à fait réel. C'est un frein parce que, évidemment, la mondialisation, la facilitation de faire des affaires par le net conduit à ce qu'il y ait aujourd'hui cet écueil-là. Le PGE, on pose la question souvent de savoir si c'est une bombe à retardement ou pas. Je poserai la question évidemment à Michel. Des chiffres que vous connaissez mais dont il est important de rappeler l'essentiel. D'abord, 650 000 sociétés en ont bénéficié, un peu plus. Quand je dis sociétés, c'est des entreprises plus précisément, puisque près de 9 sur 10 sont des entreprises de toute petite taille, des TPE de moins de 10 salariés, avec une enveloppe globale de près de 132 milliards d'euros alloués à cette action-là, qui évidemment a été essentielle, fondamentale pour permettre de retrouver, redonner de la trésorerie aux entreprises. La Banque de France a sorti une analyse très intéressante il y a 2 jours sur le niveau de dette et trésorerie des entreprises. Évidemment, sans ces aides-là, sans cette mobilisation financière publique, nous aurions eu à la fois plus de défauts, mais surtout un manque de trésorerie qui n'aurait pas permis aux entreprises d'aborder plus sereinement la reprise qui se présente à nous. Les PGE, pour autant, doivent être appréciés un point de risque, bien sûr, parce que tout le monde ne va pas pouvoir être en capacité d'honorer son engagement. Si on rapproche le PGE de la cotation au crédit, Banque de France, vous pouvez évidemment trouver ça sur les rapports de PGE, nous avons observé que
il y a une grande population des entreprises qui présentent un risque plutôt faible, qui a une situation financière assez forte, excellente même, ou peu faible. Et il y a assez peu d'entreprises finalement qui ont une situation compromise avec au moins un incident de paiement ou très faible, c'est moins de 3% d'écart. Pour autant, il est entendu que nous craignons que 5-6% de ces entreprises puissent malheureusement ne pas être capables de rembourser sur la durée le PGE qu'elles ont contacté. Michel, justement, vous avez quelques chiffres. Est-ce que les PGE font peser un risque sérieux sur la trésorerie des entreprises, sur leur capacité à gagner la reprise? Merci Thierry. Vous savez que les PGE, j'en ai fait un peu ma spécialité. C'est Bien pas pour sûr. poser les questions. Alors voilà, je vous ai donné la statistique à ce jour. À ce jour, 653 000 PGE pour 132 milliards d'euros. Il ne faut surtout pas oublier, messieurs, dames, que BPI France a aussi alimenté en trésorerie pour 45 milliards d'euros. Et l'État a également accordé 72 millions de prêts bonifiés et d'avances remboursables. Et d'ailleurs, vous verrez, je suis prêt à parier la bouteille de champagne. On en trouve à 15 euros en grande surface, n'est-ce pas? Je ne prends pas beaucoup de risques. Mais vous verrez qu'au 30 juin, tout confondu, tout totalisé, on arrivera à 200 milliards. Je vous rappelle qu'au 30 juin 2021, ce sera la date limite pour la demande et pour les souscriptions de PGE. Donc, pour ceux qui ont des demandes complémentaires à faire, parce qu'on peut faire des demandes complémentaires jusqu'à hauteur de 25% du chiffre d'affaires, vous le savez, eh bien, ne tardez pas. Thierry l'a dit peut-être tout à l'heure, 94% des PGE ont été accordés à des TPE et PME. Ça, c'est un beau chiffre, il faut le reconnaître. Hein. Vous voyez que les TPE et les PME n'ont pas été laissés de côté. Alors, je voudrais simplement dire une remarque qui me plaît, je vous la cite. C'est que nous avons un gouvernement qui a choisi l'endettement à la faillite. Et je suis persuadé qu'avec de l'endettement, une entreprise avec de l'activité et du délai pourra rembourser. Avec la faillite, tout sera perdu. Les emplois, l'activité, les dettes. Voilà, c'est clair et net. C'était le choix de notre gouvernement. Et quelles que soient les idées politiques, je ne fais pas de politique, je salue ces initiatives. Et donc, du coup, est-ce qu'on va pouvoir rembourser ces PGE? Alors, on y vient. Remboursement des PGE, j'ai réussi à avoir, Thierry, des statistiques d'une grande banque régionale qui sont plutôt favorables. Alors, actuellement, ils ont des retours. Vous savez qu'actuellement, les banques demandent, peut-être que certains le vivent, hein, les banques demandent qu'est-ce que vous comptez faire avec votre PGE. D'ailleurs, j'insiste, si vous permettez, je me retire de président, je donne un conseil en qualité d'expert comptable. Répondez à ces demandes, messieurs, dames, si vous avez des entreprises à conseiller, parce que si vous ne répondez pas, il faudra rembourser les PGE, c'est le texte. Attention, donc répondez dans les délais. Alors, cette banque régionale, qu'est-ce qu'elle me dit? Eh bien, elle me dit que 5% des PGE sont remboursés immédiatement. 76%, c'est-à-dire les trois quarts, sont remboursés sur 5 ans. Et dans ces 76%, 60% des entreprises ont demandé un différé d'1 an et 40% différé de 2 ans. Donc, vous voyez, effectivement, je corrobore un petit peu ce que Thierry nous disait tout à l'heure. La grande masse, quand même, compte les rembourser et ça se passe pas trop mal, pour l'instant. Allez, juste une petite boutade sur les taux. Les taux de remboursement des prêts varient de 1,24 à 1,70%. Croyez-moi que je les surveille. Voilà. Étant précisé que ce taux comprend, messieurs, dames, ce taux comprend la commission de 0,25% pendant la période de différé à 1% pour la période de remboursement. Donc, vous voyez, les banques, même si c'est du 1,7, il y a quand même le 1% de commission de garantie dedans. Alors, une boutade également, si vous permettez, c'est que les statistiques ont un peu changé par rapport à septembre, quant au remboursement. Et pourquoi? Mais tout simplement parce que les chefs d'entreprise sont devenus un peu plus prudents. Hein. On parlait d'un deuxième confinement, etc. Je ne veux pas développer là-dessus. Alors, le remboursement des PGE, je reviens à Thierry. Il faut quand même savoir, messieurs, dames, certains l'ont peut-être vu dans la presse, que par un communiqué du 28 janvier 2021, donc il y a un petit mois, la communauté européenne a autorisé les gouvernements, c'est très important, a autorisé les gouvernements à transformer les PGE en subventions. Alors, sacré problème. Et vous verrez que dans certains cas, on sera obligé d'y passer. Alors, il faut espérer que ce nombre soit faible, on va y passer.
Et même la Commission a fixé les chiffres des plafonds. Elle a autorisé la transformation des PGE en subventions jusqu'à hauteur de 225 000 euros pour le secteur agricole, jusqu'à hauteur de 270 000 euros pour la pêche et la sylviculture, et 1 800 000 euros pour tous les autres secteurs d'activité, commerce, industrie et autres. Voilà, tout défaut des PGE. Pardon, excusez-moi, non, j'anticipe un peu. Simplement, une remarque importante de ma part, c'est qu'au niveau des PGE, moi je suis persuadé que ça a été une très belle opération. Mais pour que cette opération réussisse, messieurs, dames, il faut absolument accorder des délais. Le délai de 4 ans ou 5 ans pour certaines entreprises ne sera pas suffisant. Il faut d'ailleurs, vous avez vu dans la presse que notre ministre discute ardemment avec la Commission européenne encore pour essayer de faire passer les délais à 8 ans. Bravo, bravo. Et je dirais même que dans certains cas, il faudra venir peut-être 10 ans. Ce sera nécessaire. N'oubliez pas, messieurs, dames, que l'opération Covid est une opération assez particulière, un accident particulier qui fait que certaines entreprises auront besoin d'une longue convalescence et, vous avez compris, d'un long délai pour rembourser ces PGE. Thierry, je ne veux pas trop m'avoir, je m'en rends. Oui, vous avez bien raison. Je retiendrai que du coup, on est quand même sur une démarche aujourd'hui qui est différente de celle que nous pouvions avoir après l'été de l'année dernière. Les PGE sont plutôt un facteur de réussite, pour peu naturellement qu'on permette aux entreprises de décaler davantage la durée de remboursement. Donc plutôt indicateur de réussite que l'inverse. D'ailleurs, quand on dit que 600 000 entreprises ont bénéficié d'un PGE, ça veut dire que l'essentiel des entreprises de notre économie n'ont ni demandé ni obtenu un PGE. Et donc, c'est peut-être aussi sur celle-ci qu'il nous faut porter notre attention. Je poursuis assez rapidement, puisque nous sommes à 20 minutes de la fin de ce webinaire, avec les délais de paiement. Là aussi, un sujet qui fait l'objet de nombreux papiers dans la presse aujourd'hui. Soyons prudents à la lecture de tous ces chiffres, qui sont évidemment tous justes, sur la temporalité. Nous avons, donc vous le savez, chez Altares, un observatoire qui mesure ça depuis très longtemps, s'appelle le Duntrade, et cet observatoire donc a conduit à observer que les retards de règlement ont explosé au cours de l'été 2020 pour revenir sur une situation que nous n'avions pas vue aussi difficile, aussi tendue depuis 15 ans. Souvenons-nous d'où on vient, évidemment. Hein. Nous avons eu des époques plus difficiles, bien avant la LME, où les délais de règlement étaient parfois de 120 ou 140 jours. Aujourd'hui, le délai est plafonné à 60 et donc un délai additionnel de 15 jours n'a pas le même sens qu'un délai additionnel de 20 jours, évidemment, il y a 15 ans. Quoi qu'il en soit, l'effet est assez sensible pour attirer notre attention. À partir de l'été, nous observons en revanche un redressement. L'amélioration, elle était sensible à partir du mois de octobre et elle s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année et se poursuit encore sur le début de l'année 2021. Alors très clairement, on est encore sur des retards qui sont supérieurs à ce que nous avions avant la crise, mais on n'est quand même pas à 20 ou 30 jours de retard comme j'ai pu le lire. Nous avions sur l'été, encore une fois, des chiffres de cette valeur-là, notamment dans la restauration, par exemple. Ce n'est plus le cas et nous sommes, à la fin de l'année 2020, redescendus sous le chiffre de 13 jours. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que les retards d'aujourd'hui font les défauts de demain. Donc, si les entreprises sont capables de payer à l'heure, c'est pas simplement par solidarité, c'est aussi parce qu'elles ont la possibilité de le faire. Et en cela, les PGE apportent de la souplesse. En termes de risque, bien évidemment, c'est important de suivre les comportements de paiement puisque si on regarde le risque, on le segmente en 4 niveaux selon qu'il est élevé, modéré, faible ou très faible. Et on regarde quelle était la position de l'entreprise il y a un an et comment les paiements ont évolué
depuis. On s'aperçoit que si on compare ces sociétés-là, donc janvier 2019 et janvier 2020, on regarde où sont les paiements, jusqu'à octobre 2019 et en octobre 2020, on regarde où sont les paiements, et on s'aperçoit que les paiements ont augmenté de 10 jours, c'est énorme, sur la population de risque élevé. Donc attention, le paiement reste un facteur de risque qu'il faut suivre. Pour autant, nous sommes dans une situation où l'observation est plutôt à nous guider sur une santé non pas retrouvée, mais bien moins difficile que ce que nous avions observé sur le printemps et surtout l'été. La DGCRF a rendu son rapport il n'y a pas très longtemps. Je vous laisse le soin de le consulter. Rappeler que sur l'exercice, a sanctionné ou plutôt contrôlé 900 établissements. Depuis 2014, 1375 amendes ont été notifiées par la structure, et en 2021, la DGCRF a choisi de cibler particulièrement ces contrôles sur les grandes entreprises et les ETI qui ont bénéficié d'un PGE en particulier. Il est naturel que ces entreprises qui ont perçu de l'accompagnement, de l'aide à minima, fassent l'effort, non pas de solidarité seulement, mais au moins de participer au redressement de l'ensemble de notre économie. Et d'ailleurs, je vais plutôt m'adresser à l'expert comptable, Michel. Les indicateurs de trésorerie ou de BFR, qui vont être évidemment importants au moment de la reprise, sont-ils suffisamment surveillés de votre point de vue? Thierry, donc, oui, encore impressionné par les statistiques, je le répète, je ne suis pas là pour mais c'est sincère. Oui, alors justement, la dernière phase que vous avez donnée, là, effectivement, la direction de la concurrence et des prix va vérifier un petit peu les entreprises qui ont bénéficié d'un PGE et qui n'ont pas respecté les délais de paiement. Mais je pense que c'est normal. Il ne faut quand même pas oublier que ces PGE ont été autorisés et accordés afin de faciliter le paiement inter-entreprise. Bon. Alors, dans la mesure où on a un PGE, ben, il faut avoir un comportement citoyen et respecter les délais. Voilà, pour compléter votre remarque. Alors, au niveau du besoin de fonds de roulement, ce que j'avais à dire, c'est que de solution de crise, de secours, le PGE a été pour certains un prêt de confort de trésorerie à moindre coût, qu'ils n'auraient pas obtenu en temps normal et qu'ils ont obtenu grâce à la garantie de l'État. Et oui, ça c'est vrai. Il est en fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont obtenu assez facilement un PGE grâce, je le répète, je le confirme, à la garantie de l'État, qui habituellement ils n'auraient pas eu. Vous savez qu'un prêt de trésorerie, c'est pas évident à avoir une banque, auprès d'une banque, et les conseillers qui nous écoutent savent très bien que souvent, accompagné d'un prêt de trésorerie, s'il est obtenu, eh bien, il y a souvent la caution du dirigeant. Eh bien là, ce n'est pas le cas. Vous savez que ce n'est pas le cas. J'ouvre une parenthèse. Dans le cas du PGE qui a été obtenu, vous savez très bien qu'il est interdit, pour le complément des 10%, de demander la caution du dirigeant. Soyez clair et net. Hein, ça a été dit dans une fac. Alors, contrairement à certains, vous savez, Thierry, je suis un optimiste. Je suis un optimiste, un réaliste. Voilà. Et ces PGE ont fait énormément de bien. Et vous allez voir pourquoi. Eh bien, tout simplement, ces PGE ont conforté souvent les capitaux permanents dans une entreprise. Ils ont conforté le besoin en fonds de roulement. Habituellement, le besoin en fonds de roulement est financé par du découvert, par de l'escompte, du DALI. Eh bien là, le PGE a permis de financer ces besoins en fonds de roulement grâce à des capitaux permanents, puisque beaucoup, on l'a vu, beaucoup d'entreprises vont rembourser sur 5 ou 6 ans. Donc des capitaux permanents qui vont durer 5 ou 6 ans pour financer un BFR, je le répète, c'est super. C'est super, voilà, il faut le dire. Hein. Donc, vous voyez encore une action qui a eu le PGE, d'où encore une réussite. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, à propos, on revient, si vous permettez, sur le remboursement du PGE, et j'insiste lourdement, il faudra absolument que notre gouvernement accorde des délais de remboursement à certaines entreprises qui auront des difficultés, et que notre gouvernement, je crois que notre ministre de l'Emploi, fasse sauter le verrou de la Commission européenne qui impose, vous savez, le délai de 6 ans, période différée comprise, ce qui est court, ce qui est trop court. Et je répète, donc, une durée de 8 ans, pour moi, un minimum. Dans certains cas, vous verrez, il sera nécessaire de faire 10 ou 12 ans pour éviter de le transformer en subvention. Alors, un paradoxe, je termine, Thierry, un paradoxe, c'est qu'actuellement, les besoins en fonds de roulement, eh bien, écoutez, ils n'ont jamais été si bien financés. Et oui. Alors, comment il est financé ce BFR? Eh bien, écoutez, on va commencer par les délais fiscaux et sociaux qui ont été accordés.
par les aides, les PGE, on y revient, on n'a jamais vu un besoin en fonds de roulement aussi bien financé, je le dis. Hein. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que certains ont peut-être entendu la remarque. J'ai des amis qui sont commerçants, des gros commerçants, que j'ai interpellés dans la rue et je demandais comment ça va. Eh bien, vous savez ce qu'on me répond? Écoute, Michel, je suis ennuyé de te répondre, je n'ai jamais eu autant de trésorerie. Alors, quand vous entendez ça, vous ne pouvez pas avoir un raisonnement pessimiste. Et vous voyez que les BFR sont financiers. Alors c'est évidemment du coup une bonne nouvelle pour rester dans le fil de notre webinaire sur les craintes qui sont aujourd'hui formulées sur l'arrivée d'une vague de faillite, parce que la trésorerie est évidemment, enfin la reprise pardon est traditionnellement gourmande en trésorerie. Donc là on est plutôt à constater que les entreprises sont préparées, disposent d'un niveau de trésorerie satisfaisant pour amorcer la reprise. Alors après, il faudra évidemment durablement trouver des clients et les conserver. Mais au moins, on n'a pas, comme c'est le cas parfois sur des fins de crise, je pense par exemple à la crise financière de 2008, on n'est pas là dans la configuration où la reprise sera un frein de croissance pour les entreprises. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous sommes à 10 minutes de la fin, plutôt dans le timing, bravo. On finit donc par les perspectives. Les perspectives sont plutôt douloureuses si on regarde les derniers chiffres de l'OCDE qui ont été publiés le 18 février. Pourquoi? Parce que le niveau de défaillance baisse dans la plupart des pays. Donc là, j'en ai pris quelques-uns, ceux qui sont présentés dans le rapport de l'OCDE, Belgique, Canada, Danemark, etc. Et donc, cet histogramme qui est en baisse traduit qu'on est en dessous de zéro et donc une diminution du nombre de défauts. À la fois le mois de l'année sur l'année, le même mois de l'année d'avant, mais également en données glissées. C'est clair qu'on ne peut pas imaginer que nous allons continuer sur l'ensemble de cette économie à avoir une baisse des défauts, et l'OCDE invite chaque État à être attentif sur la façon dont ces entreprises sont accompagnées pour à la fois éviter un flot important de faillite, une vague, un tsunami de faillite, puisque le mot est utilisé, mais en même temps en essayant de privilégier les aides au bon endroit. La situation est assez partagée sur la plupart des autres acteurs. Si on prend l'espace français domestique plus précisément, et que nous regardons ce qui s'est observé sur les toutes dernières semaines, ne serait-ce que sur les 3 derniers mois, donc jusqu'à la fin du mois de janvier, nous avons une soixantaine de sociétés de plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont tombées en défaillance ou fait l'objet d'une conciliation. L'ensemble de ces entreprises, de cette seule soixantaine d'entreprises, c'est plus de 10 milliards d'euros, plus de 6 000 emplois. C'est là aussi un point de risque important qui s'appelle l'effet domino, que nous devons naturellement surveiller, parce que ces entreprises, la fragilité de ces entreprises importantes, des grosses PME ou des ETI, fait naturellement peser un risque fort sur les sous-traitants et les fournisseurs. Et quand je parle de cette soixantaine, je ne prend pas en compte la sauvegarde de la maison mère de Vallourec. La sauvegarde a été prononcée que sur la société mère. Si c'est l'ensemble du groupe qui avait fait l'objet d'une sauvegarde, nous aurions eu alors la plus grosse défaillance de notre histoire judiciaire, la dernière en date étant Moulinex. Et à l'époque, le groupe Moulinex-Brandt faisait 17 milliards de francs. En euros, c'est à peu près la même chose que Vallourec aujourd'hui. Attention donc à l'effet domino, mais attention aussi au retour possible des assignations. Les assignations, pour reprendre une expression lue dans Option Finance portée par le président du tribunal de commerce de Lille, près de 40% des procédures trouvent leur origine dans une assignation de l'URSSAF ou des créanciers naturellement, mais souvent de l'URSSAF. Et donc pour le coup, si on devait considérer que ces assignations qui ont disparu sur la période de Covid avaient été là, 40% de 50 000 procédures, c'est 20 000.
50 000 étant le chiffre de défaillance donc de 2019. Donc si on enlève 40% sur ce chiffre de 2019, on retrouve les 20 000 qui nous ont manqué, entre guillemets, qui ont été épargnés sur 2020. Donc attention sur le retour de la demande de règlement des dettes sociales et fiscales. Est-ce que les entreprises seront en capacité de payer ce qu'elles doivent? 2021, par conséquent, est attendu sur un niveau de défaillance qui devrait être un retour sur les volumes de 2019, mais nous ne sommes pas à l'abri de faire mieux. Ça ne veut pas dire que la situation est définitivement réglée. Ça veut dire que si nous n'avons pas ce niveau de défaut sur 2020, pardon, il est à craindre que nous ayons sur 2022, l'année suivante, une poursuite malheureusement de ce rythme de défaut, et une accélération même, et on peut imaginer que sur l'exercice 2022, le premier semestre soit évidemment encore terrible, d'autant plus que la reprise de fin de 2021 aura permis à des entreprises de retrouver du business, mais pas à toutes. Et il faut bien évidemment, au-delà de ça, que le rendez-vous du consommateur soit bien là. C'est lui aussi qui a une des clés de la reprise. On est plutôt en face d'une problématique de la demande que de l'offre aujourd'hui sur notre économie. Donc, c'est pas à Michel que je vais apprendre ça, mais il faut évidemment que les entreprises n'aient pas peur de solliciter l'aide du tribunal. On a vu que la prévention pouvait être quelque chose de tout à fait favorable, sinon indispensable. Pas utilisées ou pas suffisamment utilisées par les petites entreprises, et c'est pourtant elles les plus nombreuses. 90% des défauts de l'année seront des TPE. Donc faisons attention à ce que ces entreprises-là aient la possibilité de solliciter les aides, et notamment celle du tribunal. Et donc du coup, la vague de défaillance que nous redoutons, Michel, de votre point de vue, est-elle encore évitable? Et comment se prépare votre tribunal et où les autres tribunaux en face de ce qui est attendu comme étant une catastrophe? Mais écoutez Thierry, vous connaissez déjà un petit peu mon sentiment. Tout le monde se pose la question sur la quantité de défaillances qu'il y aura. Alors je reprends un petit peu, si vous le permettez, quelques chiffres. La Banque de France estime le taux de défaut à 6-7%. Mettons 7%. Des PGE, hein. Voilà, oui, au niveau des PGE, excusez-moi, oui, merci de le préciser. Au niveau des PGE, à peu près 7%. Si nous prenons le total de PGE, j'arrondis à 700 000 pour les chiffres, ça me fait à peu près 50 000 entreprises qui seront sur le tapis. Vous voyez, c'est bizarre, mais ça colle à peu près aux chiffres. Ce qui veut dire que pertinemment, alors, actuellement, c'est vrai que toutes ces entreprises ont été arrosées par les PGE, par les BPI, etc. On connaît, par les délais qui ont été accordés. À ce propos de délai, je vous signale que 370 000 entreprises ont bénéficié des aides, délais de l'URSSAF et du fisc. C'est quand même pas mal à savoir. Et je signale également qu'au 31 janvier, messieurs, dames, au 31 janvier, l'URSSAF avait encore 10 milliards d'euros de cotisations de retard à recouvrer. Vous voyez, donc, ils ont quand même fait un effort. Alors, je reviens à votre question. Effectivement, il y aura de la casse. Alors, si vous me permettez, Michel, j'apporte une précision pour qu'il n'y ait pas de confusion. Quand vous dites qu'il y a un taux de défaut attendu sur les PGE, vous avez évidemment bien raison. Maintenant, notons que cette observation, elle est faite sur la durée. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de considérer que sur l'exercice qui arrive, 6 ou 7 ou 8% des PGE vont tomber, ce qui évidemment traduirait quand même, là pour le coup, un tsunami, mais plus que ces 50 000 potentiels défauts vont s'étaler sur évidemment la période de remboursement qui est étalée sur le PGE, comme on le sait. Très bonne précision, Thierry, c'est exact. Ça signifie que ces défauts seront sensiblement, vont s'étaler sur plusieurs années. Alors à partir de quand, écoutez, 2022, 2023, 2024, l'autre. Voilà. Et encore, écoutez, vous voyez, je fais du gel d'optimisme. Imaginons, j'y crois un peu, imaginons qu'on ait une croissance forte, eh bien, ça pourra encore éviter le nombre de défaillances. Voilà. Vous savez qu'en début de séance, je vous ai dit qu'avec l'activité des délais, une entreprise pouvait rembourser. J'en suis persuadé. Si la croissance est belle, vous avez vu, la Commission européenne annonce du plus 5,5 à compter du deuxième semestre de 2021. C'est pas mal. Alors, c'est vrai qu'il y a du rattrapage, mais c'est pas mal. Une belle croissance avec des PGE au milieu et des délais, on pourra arriver à sauver du monde. Alors, au niveau des tribunaux de commerce, je termine, Thierry. Les tribunaux de commerce, bien sûr, ils sont là. Ils accueilleront les entreprises. Je me souvenais que
tout à fait au début après le confinement, on s'attendait à un rush des dépôts de bilan qui n'est pas venu, souvenez-vous. Eh bien, déjà, on s'est organisé au tribunal de commerce Lons-le-Saunier, puis dans tous les tribunaux de France, hein, c'est un exemple que je vous cite, et on avait pensé à doubler nos audiences. Eh bien, je pense que les tribunaux de commerce seront capables de le faire. Si beaucoup d'entreprises arrivent, ce sera regrettable, mais si c'est le cas, eh bien, ils s'organiseront. Alors, par contre, je reviens sur l'aspect prévention que vous avez développé. C'est vrai, cet aspect prévention, il ne faut pas trop tarder. Il faudrait énormément communiquer au niveau national pour la faire connaître, surtout au niveau des petites entreprises, pour qu'ils puissent s'adresser au tribunal de commerce sans crainte et en toute confiance. Vous avez bien raison, Michel. Nous sommes à 2 minutes de la fin. Je me mets sur les questions et je vois qu'il y en a beaucoup, donc je ne peux pas répondre à toutes. Excusez-moi. Donc, on va y répondre, comme je vous l'ai dit. Pour autant, j'en ai vu quelques-unes autour de la prévention du risque de survie ou potentiel de survie. Nous menons, Altares, par ailleurs, d'autres études en partenariat. Et s'agissant des suites de procédures, globalement, gardons en tête que les mandats ad hoc offrent des chances de survie importants, l'ordre de 90%. La conciliation, c'est près des 3/4, la sauvegarde, la moitié, et le redressement, le quart. Le quart, ça veut dire qu'un quart seulement des redressements sont en capacité de présenter et d'obtenir un plan de continuation. Naturellement, la question suivante, et nous la traiterons dans les prochains jours sur notre expérience, est de savoir si les plans vont au bout. Globalement, aujourd'hui, nous avons quasiment moitié résolution chaque année, hein, quand on prend toutes les procédures que nous recevons. Pour environ 5000 plans, nous avons environ 2500 résiliations. Donc, ça veut dire que si la moitié ne vont pas au bout, est-ce que l'autre moitié va au bout? Quand est-ce que ça tombe? On va essayer de répondre à toutes ces questions par la suite. S'agissant des comportements de paiement, les comportements par taille d'entreprise, par segmentation ou sur les zombies, il y en a un peu de partout, mais c'est vrai qu'il y en a notamment dans le secteur de l'immobilier, des services aux entreprises. Sur les comportements de paiement, sur l'été, tout le monde a été concerné, c'est-à-dire que les retards de règlement ont dérapé sur les petits comme sur les grandes entreprises, globalement dans les mêmes proportions. Et si les petits sont nombreux aujourd'hui en payant en retard, c'est évidemment parce que certains sont en détresse financière, c'est évident, mais c'est aussi parce que ces petits sont toujours en vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une TPE, en général, ça paye à l'heure. Quand ça ne paye plus, c'est que la TPE est morte. Elle a défailli. Là, aujourd'hui, nous n'avons pas de défaillance. Et nous avons donc un plus grand nombre de TPE qui, parce qu'elles sont encore debout, on leur laisse, si vous me permettez l'expression, la possibilité de payer en retard. Donc, les grands sont souvent pointés du doigt. J'ai parlé de la DGCCRF tout à l'heure. Elle prendra soin de vérifier la qualité des engagements des entreprises qui ont obtenu un PGE. Quoi qu'il en soit, la situation, elle n'est pas que grand contre petit. Elle est comment est-ce qu'on fait pour qu'ensemble, on trouve une chaîne de facturation et de paiement plus convenable qui permet de fluidifier la relation. Peut-être que le format numérique, la facturation électronique seront des réponses à toutes ces questions. Il est midi, je vais donc pas vous mettre tous en retard. J'étais ravi d'être avec vous. Michel, je pense que c'est pareil de votre côté. Nous sommes honorés d'avoir pu avoir votre écoute pendant cette heure-là et nous ne manquerons ni de répondre à vos questions, ni de vous proposer ultérieurement un prochain webinaire sur une autre thématique. Encore merci, à très bientôt. Bon week-end à tous, bonne fin de semaine à tous. Merci.